Et vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est les infos du mercredi et on retrouve maintenant Eric et Greg, bonsoir. Bonsoir. Qui font partie de l'association Les Cordistes en colère. Donc vous êtes à Lyon parce qu'il y a un championnat de France cordiste, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est un peu l'actu du week-end sur Lyon à propos des cordistes. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer qui vous êtes et ce que c'est qu'un cordiste ? Moi donc c'est Greg, donc Grégory, je suis cordiste intérimaire depuis maintenant 7 ans. Et du coup, qu'est-ce que c'est un cordiste ? C'est des ouvriers en gros du BTP globalement qui ont la particularité de faire tout ce qui est d'accès difficile, c'est-à-dire donc des travaux en hauteur, essentiellement, mais pas que, parce que ça peut aussi être des travaux en espace confiné. Et là, on va plus se rapprocher du coup pour avoir une image de l'aspect Léo. En fait, on va descendre dans des espaces, dans des capacités, des tuyauteries, des silos, pour aller travailler au fond et ressortir par le bas ou par le haut, en fait, en fonction des configurations. Mais du coup, en gros, c'est un métier qui, on le voit autant en ville, là, donc à Lyon, j'imagine, sur les tours pour du lavage de vitres, dans les rues pour une petite maçonnerie, sur les toitures pour faire des reprises d'étanchéité sur les balcons, ce genre de choses. Et après, un peu plus, si on s'éloigne un petit peu plus des agglomérations, il y a plus de travail sur tout ce qui va être travaux publics, c'est-à-dire le long des routes, des watchmen de fer, c'est tous les filets, les grillages en fait qui retiennent les roches en fait sur les falaises pour éviter qu'il y ait des blocs de roches qui atterrissent sur la route et qui bloquent la circulation. Et on sait ô combien pour l'économie c'est important la circulation. Du coup, ils mettent beaucoup de thunes là-dedans et de plus en plus. Et après, il y a toute une autre partie, c'est dans l'industrie. Et là, là sur Lyon, c'est par exemple à Faisin, où il y a beaucoup de cordistes qui travaillent en permanence pour de la maintenance industrielle au sens large. Et du coup là c'est vraiment c'est de l'assistance en fait à tous les autres corps de métier en fait, autant les chaudronniers, les électriciens, et après il y a beaucoup on va dire de la vérification du contrôle dans ces installations, notamment à Faisin, parce que ça reste aussi un site Céveso qui est en plein milieu d'une agglomération. Et il y a quand même, même si l'usine est en piteux état, il y a quand même un intérêt à ce que elle pète pas un jour dans l'agglomération lyonnaise. Et du coup il y a des contrôles ce qu'ils appellent des contrôles d'épaisseur. En fait ils mesurent en fait régulièrement la structure métallique en fait pour voir si c'est pas trop pourri, si ça va pas se casser la gueule quoi. Et donc vous faites partie d'une association qui s'appelle le Cordiste en colère, Cordiste solidaire. Est-ce que vous pourriez la présenter un petit peu ? Oui, mais j'ai commencé par me présenter aussi. Je m'appelle Eric. Moi, je suis plus cordiste. J'ai arrêté d'être cordiste en 2017 suite à la mort de mon collègue Quentin sur un chantier sur lequel j'étais. Et je continue la lutte quand même par solidarité pour les cordistes, en mémoire de Quentin, et puis par amitié aussi pour les proches des victimes qu'on continue à accompagner. Pour compléter aussi un petit peu le discours de Greg sur le cordiste, pour compléter un peu le portrait sociologique, c'est quand même quelqu'un qui s'abîme la santé sur les chantiers. Moi j'ai un copain Amiens qui dit cordiste c'est ta santé contre de l'argent, contre de l'argent, sachant que les cordistes aujourd'hui sont pas hyper bien payés en termes de salaire, ils sont à 12, 13, 14 euros de l'heure. Ils font le complément de salaire avec des indemnités de déplacement parce qu'ils dorment dans les camions, parce qu'ils se sacrifient énormément pour mettre des sous de côté. Et puis ils sont quand même très 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 exposés à des risques de TMS quand ils arrivent au bout de quelques années de pratique. Et puis ils sont exposés aussi au risque d'accident. Alors on n'a pas les chiffres, on va peut-être le développer après, on n'a pas les chiffres d'accidentologie parce que pour plein de raisons. Mais on peut dire aujourd'hui à minima que depuis 2006, il y a 26 cordistes qui sont morts sur les chantiers. C'est un des métiers les plus risqués, en fait, là où il y a le plus d'accidents. Ça fait partie des métiers qui sont les plus accidentogènes avec les métiers du bâtiment et des travaux publics. Et puis les années où il y a sur 10 000 travailleurs cordistes, il y a 3 cordistes qui meurent dans l'année, on passe largement au-dessus des chiffres des BTP qui sont déjà les chiffres les plus élevés de ce pays, quoi. Voilà. Et du coup, je vais peut-être rebondir sur la présentation de l'association. Donc Eric, en fait, il est quand même pas pour rien. Son parcours est pas pour rien, en tout cas dans l'apparition de cette association. En fait, c'est l'accident de Quentin en 2017. Dans la profession, ça a été vécu un petit peu comme un électrochoc pour nous tous, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était un accident qui se reproduisait sur un même site industriel où 5 ans avant, il y avait eu 2 autres collègues qui étaient décédés dans les mêmes conditions. Et aussi parce que entre autres Eric il a
très rapidement eu le réflexe et la capacité d'écrire, de raconter ce qui s'est passé. Donc ça a permis de le diffuser, on a tous été au courant. Rapidement, 2-3 mois après, donc ça, c'était au mois de juin, au mois de septembre, il y a eu un rassemblement qui a été fait devant l'usine de Bazencourt, donc c'était dans la Marne, près de Reims. Et là, voilà, on était, donc il y avait une petite centaine de personnes, les proches, les familles, les proches de Quentin et donc des cordistes qui avaient traversé la France pour se retrouver. Et ça, voilà, ça a été un petit peu le point de départ, en tout cas, le fait de se retrouver physiquement ensemble et par rapport à cet événement-là et de se dire, bon, mais en fait, de se rendre compte que oui, ben en fait, on peut crever au boulot. Et c'était juste pas acceptable. Et surtout, d'autant nous-mêmes de pas crever au boulot, et d'autant plus aussi de se dire, ben en fait, on n'a pas juste pas envie de voir un collègue aussi, à côté de nous, d'être témoin de ça dans le cadre du boulot. Et donc ça, c'était en 2017, et ça a mis un peu plus d'un an avant que quelque chose, que ça prenne vraiment corps. Et ça a pris corps un peu sur un concours de circonstances. C'est la date du procès des 2 collègues qui étaient décédés en 2012 qui est arrivé au bout de 7 ans de procédure. Donc un long parcours. Et donc là, ça a été, et en même temps, voilà, il y avait la famille de Quentin, du coup, qui avait un avocat qui commençait à se préparer aussi pour la procédure pénale. Et cet avocat a proposé à la famille pour dans le cadre de la procédure de créer une association de victimes, en gros, pour dans le cadre de la procédure faire un peu un effet de manche, dire regardez, tellement c'est dramatique ce qui s'est passé, il y a une association qui s'est montée et donc pour défendre les victimes. Nous on a pris ça au mot, mais même plus largement, et en fait on a fait quelque part on en a fait une association avec des prérogatives beaucoup plus larges de défense des travailleurs cordistes et des travailleuses dans la profession, et en fait avec une activité syndicale sous une forme associative. Alors oui, tu dis, il y a une activité syndicale, pourtant vous avez décidé de garder ce statut d'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous voulez vous différencier d'un syndicat tout en faisant une activité syndicale ? En fait, on n'a pas vraiment le désir de se différencier d'un syndicat. Les choses se sont déroulées comme l'a raconté Greg. Et puis, au fur et à mesure de nos activités, on n'a pas senti ni le besoin ni la nécessité de changer de statut. Alors, il est vrai qu'au départ, on pensait qu'on n'aurait pas toutes les prérogatives qu'a un syndicat pour plein de choses, mais on s'aperçoit qu'on a tenté beaucoup de choses qui nous étaient des portes qui nous étaient fermées et qui se sont ouvertes. On s'est aperçu que ces portes se sont ouvertes au fur et à mesure, et que toutes les prérogatives, ou presque, d'un syndicat, aujourd'hui on les a à quelques détails près. Vous pouvez aller au prud'homme avec un salarié, vous pouvez faire ce genre de choses en tant qu'association. En tant qu'association, et au niveau justice, la justice permet beaucoup de choses, permet de se constituer partie civile, même si on sait que la constitution ne sera pas accepté au niveau du jugement, mais le droit français est ainsi fait que on peut se constituer partie civile, participer au débat, peser dans les débats, interroger des gens, et puis la décision de la cour n'intervient qu'au moment du jugement. Donc on a toute l'attitude pendant l'instruction, pendant l'audience d'intervenir, ce qu'a fait Greg il y a pas très longtemps. Et puis au niveau des négociations avec les institutions, on sait qu'en France, c'est une négociation tripartite entre la Direction générale du travail, un syndicat représentatif des travailleurs et un syndicat représentatif du patronat. Nous, on a réussi à obtenir une réunion à la Direction générale du travail, avec la Direction générale du travail, le ministère, et puis avec le syndicat patronal, et puis différents organismes tels l'OPP-BTP, donc qui est le bras armé du patronat dans le BTP. Ça, c'est des exemples qu'on cite souvent parce que on pensait pas y arriver, justement. On pensait qu'on allait en restant sur ce statut d'association, on nous faisait croire peut-être aussi que ça serait pas possible de faire toutes ces choses-là, et puis on arrive à les faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu le besoin ni l'envie de changer ce statut, et puis aujourd'hui c'est notre identité. Pour compléter la présentation que tu as faite tout à l'heure, on s'appelle Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Je comprends que beaucoup de gens fassent la contraction, mais il y a beaucoup de gens qui tiennent aussi au fait qu'on soit aussi solidaire que en colère. Et puis nous ça nous va très bien, et puis je pense pas qu'on change aujourd'hui de statut, ni qu'on change notre identité forte aujourd'hui dans le métier. Je pense que ça serait quelque chose qui serait contre-productif. Alors tu parlais de cette autre organisation de la profession qui est une organisation en fait patronale. Donc tu penses à France Travaux sur Corde, j'imagine. Entre autres, il y en a peut-être d'autres.
Ouais. Et alors, eux ne veulent plus avoir affaire à vous et prétendent que vous dénigrez la profession. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est vos rapports avec eux et comment vous arrivez à maintenir le rapport de force avec cette organisation patronale ou les autres ? Les rapports qu'on a avec eux, ils ont été de plusieurs natures en fonction du temps. Ça s'est étendu, ça s'est distendu, etc. Là, c'est pas la première fois qu'ils nous disent qu'ils veulent plus avoir affaire à nous. À chaque fois qu'on les pousse un peu trop dans le retranchement, ils nous disent qu'ils veulent plus avoir affaire à nous, et puis des fois on les relance, on les titille, et puis ils peuvent pas s'empêcher de nous répondre parce que ils sont mis en porte-à-faux, ils sont obligés de se justifier, etc. Donc effectivement. Et vous êtes leur main d'œuvre quand même. Alors ça c'est important. C'est les cordistes, les travailleurs et les travailleuses cordistes qui tous les jours sur les chantiers font les chiffres d'affaires de ces boîtes, font les profits de ces boîtes et font en sorte que les marchés soient pris et que le travail soit fait, etc. C'est nous, c'est les travailleurs cordistes qui suent et qui s'esquintent et qui meurent souvent au travail pour ces gens-là, quoi. Et nous, on a la prétention de penser qu'on représente quand même une partie de ces travailleurs cordistes, de par les adhésions qu'on a et puis de par les retours et les sympathies dont on a le témoignage. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on soit pas un partenaire, entre guillemets, dans ce dialogue social, enfin un partenaire plutôt un opposant. Mais je pense qu'on est un peu trop opposant pour qu'ils continuent de nous accepter en tant que, entre guillemets, partenaire, quoi. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est un vrai partenaire. C'est un syndicat qui soit à leur botte, et une CFDT, en fait, qui les contredise pas trop, qui signe en bas à droite, et puis c'est bien, quoi. Mais il faut savoir aussi que ce syndicat, à mon sens, ces gens-là n'ont pas l'habitude d'avoir eu une opposition. Ça fait 20 ans qu'ils sont en place. Il y a eu une toute petite et timide tentative de représentation des travailleurs, enfin d'organisation des travailleurs sous le sceau de la CGT à une époque. Il devait y avoir une quinzaine de travailleurs qui s'étaient affiliés à la CGT, qui étaient rattachés à la CGT intérim parce qu'ils n'étaient pas suffisamment pour faire une section complète. Et puis très vite, ça s'est délité. Donc, ils n'ont jamais eu d'opposition. Et le jour où on vient leur parler de rapports de classe, de rapports de domination, de lutte des classes et puis d'opposition, ces gens-là, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas, donc ils comprennent pas. Ils nous ferment la porte en disant on veut plus discuter avec vous. Voilà, tout simplement ce qui se passe avec eux en ce moment. Peut-être qu'un jour, très bientôt, ils reviendront à la raison. Ils voudront discuter avec nous. Certainement, on y croit. En tout cas, on l'espère. Et puis, ces gens-là, eux, dans leur monde, ils font ce qu'on appelle le championnat de France cordiste qui se tient à Lyon cette année. Vous disiez tout à l'heure que ça se tient régulièrement, en fait, sauf là les années de Covid où il n'y en a pas eu. En quoi ça consiste, en fait ? Alors le championnat de France cordiste, c'est la vitrine médiatique, économique médiatique de la profession et de ces grosses entreprises. C'est des épreuves sur corde. En gros, c'est pour donner une image un peu caricaturale, c'est interville, mais avec des cordistes qui concourent avec des t-shirts floqués au nom de leur entreprise. Alors après, c'est plein de collègues qui sont très contents de faire ça et après c'est parce que c'est marrant, c'est de la compétition, il y a ce côté-là. Mais sinon en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose de plus. En tout cas, c'est vraiment l'intérêt des entreprises, c'est montrer le côté fun, sympa, sportif, dynamique d'une profession et se vendre auprès de leurs clients en fait, des donneurs d'ordre, des constructeurs. Et élargir les possibilités en tout cas de vendre cette technique d'accès et de travail dans le BTP. Ce qui marche assez bien, parce qu'en gros, il faut savoir que c'est un secteur qui, sur les 20 dernières années, qui a une courbe de croissance qui est quasiment exponentielle. En 2006, on comptait 4500 cordistes. En 2016, on en comptait 8500. Et aujourd'hui, ils en comptent presque 15 000, un truc comme ça. Et avec la courbe du chiffre d'affaires et du nombre d'entreprises qui augmente également, quoi. Et donc là on en est là par rapport à ça. Et ce qui est au niveau de le championnat, il sert à ça, il sert à vendre le business, quoi. Et ce championnat, oui, vous avez eu envie d'y mettre un stand au nom des cordistes en colère, cordistes solidaires. Ça vous a été refusé. Pourtant, vous allez quand même y diffuser une gazette, participer à une table ronde aussi. Vous disiez qu'il y aurait des familles de victimes. Alors, est-ce que vous savez déjà pourquoi on l'a un peu expliqué avant, pourquoi on vous a refusé la place, parce qu'on vous aime pas beaucoup dans le milieu. Comment vous allez continuer à imposer quand même votre voix
dans ce championnat-là? De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle d'un métier où il y a, comme disait Eric, il y a quasiment rien d'autre, en tout cas comme forme d'organisation. L'association, c'est à peu près la seule organisation qui permet de se rassembler, de se défendre en tant que salarié dans la profession, avec aussi un syndicat dont on n'a pas parlé, mais qu'on a créé à la suite de la création de l'association, parce qu'on se disait en prévision qu'on risquerait d'être bloqué par rapport à certaines prérogatives. Ce syndicat existe, mais en tout cas, globalement, collectivement, on met pas la même énergie pour le faire vivre que l'énergie qui est mise dans l'association, de fait. Et entre autres choses, pour la petite anecdote, du coup, le syndicat patronal, du coup, c'est un petit peu ça ce qui va se jouer demain et après-demain. Le syndicat patronal, lui, il joue sur ces deux étiquettes, ces deux entités qu'on a créées pour essayer de nous diviser. Et donc là, il nous dit, d'un côté, l'association, on veut plus vous parler, on a décidé que vous êtes plus nos interlocuteurs parce que vous parlez négativement de la profession et de nos entreprises. Par contre, on a décidé que notre interlocuteur, c'est le syndicat, celui, en gros, qui a pas beaucoup d'activités, donc du coup, ça nous va bien. Et sauf que en fait demain on va y aller, donc le syndicat est bienvenu, il a un stand qui est prévu, mais sauf que collectivement avec le syndicat, et donc on fait à peu près tous partie des deux structures, on a décidé qu'en fait on est une seule et même entité, on est une organisation associative et syndicale, c'est comme ça qu'on va se présenter demain, et qu'on peut pas nous découper en deux, et donc on sera présent à ce titre-là demain. Donc du coup c'est la manière qu'on a trouvé, en tout cas pour continuer à y être, même pour être vraiment avec un stand et à prendre part au débat officiellement dans la table ronde, quoi. Alors moi j'arrive pas bien à me rendre compte avec ce que vous expliquez, dans quelle mesure vous êtes en mesure de peser dans un rapport de force dans la profession, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une centaine. Ouais. Et je me rends pas compte, par exemple, une centaine sur combien, ou si vous avez une capacité à être réactif, à être, je sais pas, faire des grèves ou d'autres moyens. Des grèves, pas du tout. Vraiment, absolument pas. Après, par comparaison, dans le reste du monde du travail, à part dans les secteurs qui sont avec soit de la fonction publique, soit des personnes qui sont embauchées, en CDI, avec du coup une capacité de s'organiser sur place dans il n'y a pas beaucoup de grèves, en fait. Nous, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'un secteur où il y a 70% d'intérimaires. À ça, il faut ajouter les CDD, les auto-entrepreneurs et les CDI de chantier. La belle saloperie que nous a pondu Macron juste avant d'arriver au gouvernement, d'arriver comme président. Et ça, ça fait que c'est hyper dur de s'organiser. En fait, on est tous éclatés avec des statuts différents, avec un gros turnover en tout cas sur les chantiers. Et je suis désolé, je me suis emmêlé, j'ai perdu la question de départ. La question, c'était dans quelle mesure vous pouvez poser dans un rapport de force ? En fait, vu qu'on est par la force des choses, on voit qu'à pas nombreux, on arrive à faire beaucoup de choses. En tout cas, sur le rapport de force individuel, en tout cas, cette association, elle sert d'outil collectif. Donc il y a des collègues qui chaque semaine nous contactent parce qu'ils ont des galères, soit des simples problèmes des simples questions de droit du travail, ou des embrouilles plus complexes avec leur employeur, ou des questions d'accident du travail, des questions de maladies professionnelles. Une collègue là, qui habite à Lyon aussi, qui est dans une situation catastrophique après 17 ans de boulot, qui est complètement cassée et qui s'est retrouvée avec le nouveau chômage de la nouvelle version de la réforme pour l'emploi, avec je crois même pas 600 € je crois de chômage. 500. Et avec un loyer HLM à Lyon à payer de plus de 400 €, enfin bref, impossible de vivre, quoi. Et du coup se retrouver à devoir batailler maintenant à essayer de faire reconnaître une maladie professionnelle avec une entière période d'intérim, donc d'une multiplicité incroyable d'employeurs. Donc c'est un parcours du combattant qui s'ouvre à elle. Et ça, donc voilà, c'est les choses sur lesquelles on essaie d'intervenir au niveau individuel et après au niveau collectif, mais il y a aussi des choses qu'on arrive à faire. Et notamment l'année dernière, une des premières et seules batailles, on va dire victoire, entre guillemets collectives qu'on a réussi à obtenir, c'est la question des EPI, les équipements de protection individuelle. En fait, ce sont nos harnais, nos descendeurs, tous les appareils qui nous permettent d'être accrochés à la corde. Et en fait, il y avait une habitude dans la profession depuis le début qui faisait que si on veut travailler,
il faut que les travailleurs aient leur propre matériel, l'achètent. C'est à peu près entre 1000 et 1500 balles de matos qu'il faut renouveler en fonction de la salissure, en fonction de comment on l'use plus ou moins vite sur les chantiers. Et ça, c'était, en gros, jusqu'à encore aujourd'hui, il y en a encore qui le font. Il y a encore des agences d'intérim qui nous appellent. La première question, c'est est-ce que tu as ton kit? Ah ben si t'as pas ton kit, désolé, je peux pas te faire travailler parce que tu vas voir ailleurs, quoi. Et ça, c'était la règle jusqu'à l'année dernière, en fait, même jusqu'à janvier 2022. Et là, on a réussi, après plusieurs tentatives de mettre la pression. On a fait des descentes dans les agences d'intérim, on a fait des vidéos, on a fait des courriers de rappel, en gros, de rappel à la réglementation à toutes ces entreprises, qu'on a envoyé massivement à toutes les entreprises. Et on a réussi là à faire signer une convention à une vingtaine d'agences d'intérim qui, sur les 30 spécialisées dans le métier, qui sont engagées à ne plus envoyer d'intérimaires dans ce type de conditions, quoi. On a joué, et juste pour le petit jeu, on a joué en fait sur des intérêts contradictoires, en gros, entre les agences d'intérim et les entreprises utilisatrices, qui se retrouvaient, même si c'était massivement les intérimaires qui payaient ce matériel-là, elles se retrouvaient, en tout cas tellement c'était abusé, qu'elles se retrouvaient à quand même rembourser un petit peu de ce matériel, et elles ont du coup trouvé intérêt à ne plus payer ce moindre coût, et on a joué là-dessus, et ça a permis de régler notre problème collectif, quoi. Et pour ajouter un truc qui marche bien aussi, c'est la médiatisation, parce que les entrepreneurs qui entre guillemets tuent des ouvriers par exemple, ou qui respectent pas le code du travail, ils ont une devise, c'est vivons heureux, vivons cachés. Et ben nous, on met tout ce qu'on peut trouver, on le met sur la place publique, notamment quand c'est des scandales de mort au travail avec tout ce qui s'ensuit derrière. On va pas faire le détail, je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais la médiatisation, c'est un bon moyen, vu qu'on est une minorité agissante. Effectivement, on parlait de rapport de force. Il est bien évident que le rapport de force, il est évidemment pas en notre faveur. Ces gens-là, c'est les 40 plus grosses boîtes de cordes en France, c'est le MEDEF de la corde, et nous on a une pauvre association qui a vu passer 250 adhérents en face, et avec quasiment zéro moyen, avec notre bonne volonté, etc. Donc un des axes sur lesquels on a beaucoup compté, c'est la médiatisation. Et puis, comme disait Greg aussi, jouer sur des intérêts contradictoires en présentant aux uns aux autres des choses, et puis pour que ensuite ils en débattent entre eux et puis qu'ils en sortent quelque chose. Voilà comment on essaye vu de notre balcon, on essaie d'agir au mieux en fonction de nos forces. Voilà, c'est ça. Alors pour terminer, on peut rappeler qu'on vous retrouve, le plus important en fait, que comme vous êtes de passage pour ce championnat, on vous retrouve demain jeudi à la Friche Lamartine, donc c'est au 21 rue Saint-Victorien dans le 3e, à partir de 19h. Une petite idée du programme ? En gros, l'idée c'était que donc dans ce championnat des patrons, comme on l'a renommé, les travailleurs, les ouvrières n'ont pas la parole donnée à ce moment-là, donc on s'est dit qu'on allait nous ouvrir un espace pour permettre de donner la parole, nous donner la parole et pouvoir échanger, et aussi avec d'autres personnes qui seraient intéressées de débattre avec nous. Et du coup, voilà, ce sera une soirée débat en tout cas sur toutes nos problématiques et nos tentatives de lutte pour essayer de nous défendre. Et avec du coup aussi donc des proches de victimes qui seront aussi présentes, qui sont aussi membres de l'association. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est une association qui s'est construite sur la base suite à des accidents, et avec donc des compagnes, des mères, qui suivent l'association depuis le début, quoi. Voilà, donc c'est demain à la Friche Lamartine à partir de 19h. On rappelle en 5 secondes que on peut aussi trouver des livres en fait sur le sujet, comme Chronique sur corde que tu as écrit, Eric, aux éditions Le Cordiste en colère, et On a perdu Quentin, 2 textes magnifiques sur la réalité du métier, et puis sur la mort de Quentin dont on parlait tout à l'heure en 2017. Voilà, on vous laisse avec Idées Noires et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. Et tout de suite, Idées Noires, l'émission de l'UCL, il est 20h, vous écoutez Radio Canu.